Tout le monde, chers amis, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce premier numéro de la Journée des femmes leaders des barreaux, édition francophone, organisée par l'UIA et par ma collègue Elisabeth Soufi du Liban, qui sera notre modératrice aujourd'hui. Je vous remercie tous et toutes de votre présence. Comme vous savez, peut-être nous aurons l'édition anglophone le 16 septembre et l'édition hispanophone le 23 septembre. Au début de mon mandat en tant que président de l'UIA, avant la clôture de mon pays et celle des vôtres au mois de mars, j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout d'un continent à l'autre pour assister à divers événements des barreaux du monde. Et j'ai été frappé par les leaders de ces barreaux et surtout par les femmes leaders qui souvent ont dû surmonter des obstacles pour accéder à leur position de leadership. Je le considère essentiel d'honorer leurs accomplissements, de les célébrer, mais aussi de créer des occasions dont ce colloque pour s'inspirer de leurs expériences et les reconnaître comme des modèles de rôle, role models comme l'on dit en anglais, pas juste pour nos jeunes avocats, pas juste pour nos avocates, mais pour nous tous. Avec ça, je vais terminer. Je suis profondément reconnaissant de la participation de nos intervenantes éminentes et je laisse la parole à ma consoeur Elisabeth Soufi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Jelly. J'espère que vous m'entendez, ça va? Oui. Alors, je tiens à te remercier parce que finalement, si nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette journée des femmes leaders des barreaux, c'est grâce à ton initiative. C'est le président Jelly Ross qui a voulu, à travers ce projet, que soit reconnue la place qu'occupe la femme dans la profession d'avocat et renforcer son rôle au sein de cette profession. Avec le séminaire virtuel, maintenant que nous lançons la première édition de la journée des femmes leaders des barreaux. Elle va comporter cette journée 3 sessions, comme l'a dit Jelly. Aujourd'hui, la session, le 13 septembre prochain, la session en anglais, et puis le 23 septembre, la session en espagnol. Et au vu du nombre des inscriptions que nous avons reçues et à l'intérêt que cette initiative a suscité, nous espérons et nous allons œuvrer afin que cet événement devienne une tradition annuelle qui permette aux femmes avocates de rencontrer les leaders de la profession dans différents barreaux et d'échanger avec elles sur différents sujets, mais aussi de créer des liens dans le cadre de l'Union internationale des avocats entre ces femmes exceptionnelles et les jeunes avocates qui intègrent la profession et qui trouvent en ces leaders un exemple à suivre. Dans la session d'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de réunir 5 oratrices, des leaders dans leur barreau, tout comme d'ailleurs les oratrices qui participeront également aux 2 autres sessions en anglais et en espagnol. Ce sont des femmes passionnées qui se distinguent par leur dynamisme, leur détermination, leur courage et leur combativité, mais aussi leur humilité et leur volonté à aller constamment de l'avant. Elles nous parleront chacune de son parcours au niveau national ou international, des défis qu'elles ont dû relever, de leur motivation à persévérer malgré les difficultés rencontrées. Et évidemment, il n'y a pas de parcours exceptionnel sans difficulté. Elles nous parleront également de leur vision de l'avenir de la profession et de l'apport de la femme dans cette perspective. Les femmes deviennent de plus en plus nombreuses dans la profession d'avocat et elles se doivent de participer activement et efficacement dans les organes de direction de la profession. Avant de passer à nos oratrices, de donner la parole aux oratrices, je tiens à préciser pour les participants que je remercie d'être avec nous aujourd'hui des 4 coins du monde. Nous avons des participants de différents pays du monde. Je tiens à leur dire que les questions, il y aura un espace ou une séquence questions-réponses à la fin de l'intervention des oratrices et qui peuvent nous envoyer leurs questions sur les questions-réponses. Nous passons tout de suite à nos oratrices et vous pouvez voir sur l'écran le nom de nos intervenantes. Nous allons commencer avec Madame Christiane Ferral-Schul.
Madame Ferral Choul est avocate au barreau de Paris et du Québec. Elle est avocate depuis plus de 30 ans et elle exerce également les fonctions de médiatrice, d'arbitre et de cyber-arbitre. Depuis 2018, elle est présidente du Conseil national des barreaux, une institution qui représente 70 000 avocats français. Elle est la première femme à présider le Conseil national des barreaux. Elle a été bâtonnière du barreau de Paris de 2012 à 2014 et elle a siégé comme membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que personnalité qualifiée de 2013 à 2015. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, et notamment un ouvrage intitulé « Ces femmes qui portent la robe, portrait d'avocats célèbres dans le monde », paru en 2013. Cet ouvrage rend hommage aux avocates à travers le monde engagées dans la défense des droits de l'homme. D'ailleurs, Madame Ferral Choul est elle-même une ardente combattante quand il s'agit des droits de l'homme et de leur protection. Madame Ferral Choul, je suis très honorée de vous compter parmi nos oratrices et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. La parole est à vous. Merci. C'est à moi que vraiment, c'est un honneur pour moi d'intervenir. Merci pour cette initiative. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les bâtonnières, messieurs les bâtonniers, chères consoeurs, chers confrères et surtout, chers amis. Vous avez évoqué l'importance des droits de l'homme à l'instant. Vous avez raison. Nous n'avons de cesse de voir la situation se détériorer à travers le monde. Et je pense que les avocats sont les derniers remparts et qu'il nous appartient d'être extrêmement vigilants sur tout ce qui se passe dans le monde. Et vous le savez, ce matin, nous avons appris la destruction quasi totale du camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce. Alors, je ne peux pas commencer cette intervention sans vous dire que je pense aux 12 500 demandeurs d'asile, aux 400 mineurs non accompagnés que cette catastrophe a jetés dehors, sans ressources, sans abri, et qui plus que jamais ont besoin de notre soutien. Je pense évidemment aux avocats bénévoles qui sont présents dans le camp pour assister les réfugiés, qui sont, je le redis, les dernières vigies du droit dans ce coin d'Europe que l'Europe a oublié, et notamment à ELIL, qui est cette association des avocats de Lesbos, mobilisés et que le Conseil national des barreaux soutient. Nous devons véritablement mobiliser l'ensemble de la profession et multiplier les initiatives pour venir en aide en urgence à ces familles. Pardon de profiter de cette tribune, mais pour vous alerter sur cette situation que j'ai vue de mes propres yeux l'année dernière, puisque en septembre, j'étais dans le camp de Moria et il y avait déjà eu un incendie et déjà des victimes et déjà une situation de détresse extrêmement préoccupante. Donc nous devons travailler à une solution pérenne afin de véritablement trouver des solutions pour le camp de Moria. Malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce propos tenu, je vous le redis, c'est un honneur, un vrai plaisir d'avoir l'occasion d'intervenir à l'occasion de cette session francophone de la journée des femmes leaders de barreau. La défense de l'égalité femmes-hommes, c'est le sujet. La promotion des droits des femmes est une priorité du Conseil national des barreaux. Cette institution, vous l'avez dit, qui représente les 70 000 avocats français. Notre profession en France, elle compte près de 57% de femmes avocates au 1er janvier 2019. Je suis, vous l'avez dit, la première femme à la tête du Conseil national des barreaux. Pourtant, quand on regarde la profession, il y a un constat qui est que le revenu annuel des femmes avocates est encore en moyenne 2 fois inférieur à celui des hommes. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à l'entrée dans la profession. Mais elles quittent la profession en plus grand nombre avant la fin de leurs 10 premières années d'exercice. Donc, il y a un constat à faire, c'est que les femmes ne restent pas non plus dans la profession et elles sont aussi beaucoup moins nombreuses que les hommes à être associées dans les grands cabinets.
Un rapport a été fait sur l'avenir de la profession qui a été publié en février 2017 et qui rappelait que les femmes représentent moins de 25% des associés dans les cabinets. Et une étude qui a été menée en 2016 par Juristes Associés révèle que dans le secteur du droit des affaires, 83% des avocates sont collaboratrices et seulement 17% sont associées. Inutile de vous dire aussi que les femmes avocates qui siègent en France dans les conseils d'administration sont très, très peu nombreuses. Donc, la promotion de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes requiert nécessairement une action collective. Et je crois personnellement à ce que j'appelle la contamination positive des idées. Ce qui se fait de bien dans un pays peut être importé, exporté, partagé, généralisé. Donc, je salue forcément l'initiative du président Roth de partager nos expériences et de réfléchir ensemble à notre rôle, aux leviers d'action possibles, de partager nos expériences et nos conseils. Alors, commençons par le rôle des femmes dans les barreaux et les systèmes de justice. Comment les faire progresser ? Parce qu'il y a ce constat, elles ne sont pas aussi nombreuses à se présenter à des postes d'élus, à des fonctions d'élus que les hommes. Pour moi, il me semble qu'il y a 3 pistes fondamentales pour faire progresser le rôle des femmes avocates dans les barreaux et au sein de la profession. Vous savez, moi je dis toujours que quand on est un élu, quand on s'investit dans une mission, on peut faire bouger les lignes. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ce qu'on fait, mais en tous les cas, c'est une position plus confortable parce qu'on a toujours, quelle que soit la fonction qu'on occupe comme élu, la possibilité de faire avancer les choses et de faire ce que j'appelle, je le redis, bouger les lignes. Alors, je vous disais 3 pistes. La première, c'est imposer la parité par la loi. C'est l'importance des chiffres et des quotas. Je dois vous dire tout de suite que je n'ai pas toujours été dans cet état d'esprit. J'ai même longtemps considéré qu'il n'y avait pas de difficulté et que les quotas, ce n'était pas une bonne idée. Mais sur ce point, il y a un constat. Et je constate que notre profession peut et doit être à l'avant-garde sur cette question. Et ce que je constate, c'est que le mécanisme qui a été mis en place pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux a fonctionné. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une institution qui compte 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, le mécanisme paritaire a bien fonctionné. Et dans les conseils de l'ordre, eh bien, il y a ce qu'on appelle des binômes, c'est-à-dire que quand vous voulez vous présenter à une élection, vous êtes obligé de vous présenter avec un autre candidat du sexe opposé. Donc, vous avez des binômes hommes-femmes qui se présentent. Et donc, ça permet finalement de faire en sorte que tout le monde arrive à cette égalité. Ensuite, c'est de la responsabilité des présidents de toutes les institutions, de tous les syndicats, de toutes les associations, de faire en sorte de répartir les présidences des commissions de manière paritaire. Donc, de la même manière, au Conseil national des barreaux, nous avons autant d'hommes que de femmes présidents de commissions. Alors, nous en avons 15, donc un chiffre où évidemment on n'arrive pas à exactement la moitié, mais où le travail a été fait dans une démarche paritaire. Quant au bureau du Conseil national des barreaux qui compte 11 membres, eh bien, nous sommes dans la parité puisque j'ai très exactement 5 hommes et 5 femmes qui siègent avec moi au bureau du Conseil national des barreaux. Et puis, dernier élément là-dessus, nous avons également ajouté la notion d'égalité à l'article 1er du règlement intérieur national, c'est-à-dire que nous avons écrit noir sur blanc que l'égalité faisait partie des principes fondamentaux essentiels dans notre profession. Et l'égalité, c'est évidemment aussi l'égalité homme-femme. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la formation.
c'est sensibiliser les jeunes générations. Et sur ce terrain-là, le Conseil national des barreaux a mené une campagne de sensibilisation auprès des très jeunes, des plus jeunes, des collégiens. En fait, nous avons décidé que chaque année, les avocats iraient massivement dans les collèges et iraient parler d'un thème qui est choisi en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Et en 2019, le thème a été celui de l'égalité. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette démarche que j'ai eu le plaisir à Beyrouth, d'ailleurs, d'aller dans un collège où j'ai pu aborder un thème et échanger avec des jeunes. Et la notion de droit dans les collèges, c'est quelque chose de très important. Et en le consacrant à l'égalité femmes-hommes, eh bien, on crée une sensibilité, un réflexe, une prise de conscience. Et puis, pour célébrer, bien sûr, la Journée internationale des droits des femmes, eh bien, nous devons être présents. Et nous avons, par exemple, en mars dernier, organisé une journée dédiée au numérique, organisé un concours de plaidoirie avec les élèves avocats sur le thème de l'égalité et expliqué à quel point il était important que ce regard croisé soit quotidien. Le troisième élément qui m'apparaît important sur ce thème, c'est la lutte contre les biais sexistes des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, le sujet peut vous paraître éloigné, mais en fait, non, parce que ce que nous constatons, c'est que, vous savez, quand un juge rend une décision, il rend cette décision avec son éducation, sa culture, tous ces éléments, tous les éléments finalement qui l'éduquent. C'est ce qu'on appelle les biais. Le fait que vous soyez un homme ou une femme va faire que vous pensez aussi différemment, vous serez sensible différemment à une affaire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des algorithmes dans ce qu'on appelle la justice prédictive. Or, si on ne fait pas attention et si on ne fait pas en sorte que les algorithmes soient conçus à la fois par des hommes et des femmes, on risque de perpétuer les biais d'inégalité. Je vous donne un exemple. Pour les victimes d'accidents, l'évaluation, elle va se faire sur le salaire de la victime. Si on prend les décisions qui ont été rendues sur les 10 dernières années, eh bien, ça va s'aligner sur le salaire des femmes. Or, nous savons que les salaires des femmes, de manière générale, sont inférieurs à celles des hommes. Si on s'appuie sans corriger cette erreur dans la conception, ça veut dire qu'on risque de perpétuer cette erreur et donc de toujours créer cette inégalité. Donc, au moment où le numérique transforme la société, l'économie entière, le développement des traitements algorithmiques, en particulier dans le domaine de la justice, peut poser problème. Donc, il est absolument indispensable de faire prévaloir des modèles féminins pour inciter les femmes à prendre leur place dans ce domaine. Et les préjugés, vous le savez, ils sont partout et ils sont dangereux. Ils peuvent même menacer l'équité du système judiciaire si nous ne sommes pas ensemble vigilants sur cette problématique. Voilà ce que j'avais à dire sur le premier sujet. Alors, vous m'avez demandé également de vous parler de mon parcours individuel pour devenir une femme leader de barreau. D'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai jamais imaginé en prêtant serment que j'aurais les fonctions que j'ai l'honneur d'occuper. Parce que je pense que personnellement, ce qui m'a toujours fait avancer, ce sont les projets. Et en fait, pour certains projets, eh bien, il faut être élu. Ça rejoint le point que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes élu, vous pouvez faire bouger les lignes. Donc, ce n'est pas le fauteuil qui m'intéresse, ce sont les projets que vous pouvez mener parce que vous occupez le fauteuil. Ensuite, je ne me suis jamais positionnée comme une femme, mais bien toujours exclusivement comme un avocat, une avocate,
passionnée par notre profession parce que je continue à penser que c'est une chance incroyable d'exercer la profession que nous exerçons. Alors, dans mon cas, ce qui m'a permis de me différencier des autres avocats, parce que je n'avais aucune relation dans la profession, c'est le choix d'une spécialité. C'est vrai que l'informatique, la CNIL, qui avait quelques années à peine, vous savez, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, donc c'est tout le sujet des données personnelles qui aujourd'hui sont en première ligne, mais tout cela n'existait pas à l'époque, ce n'était pas très courant, ce n'était même pas enseigné. Et comme moi, je ne maîtrise bien un sujet que lorsque j'écris sur le sujet, eh bien, j'ai écrit sur les sujets que j'étais amenée à rencontrer. Et donc, j'ai toujours beaucoup publié. J'ai donc été assez rapidement identifiée dans le monde des acteurs du numérique. L'évolution des technologies a fait le reste, la chance, les rencontres, la possibilité de faire évoluer la jurisprudence et de vivre les strates différentes qui vont de l'informatique, puis les télécommunications, puis l'Internet. Moi, j'ai vécu avec le Minitel. Je ne sais pas si vous avez connu le Minitel, mais c'est vous dire que le e-commerce a commencé avec le Minitel. Et donc, toutes les questions. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que les technologies ont toujours permis d'interroger le droit, d'où le sous-titre d'ailleurs de mon ouvrage Cyberdroit, qui est le droit à l'épreuve de l'Internet, puisque c'était tous les sujets. Mais c'est le seul moyen que j'avais trouvé, moi, pour maîtriser mon sujet. Donc, oui, je n'ai eu aucun problème à développer une clientèle intéressée par la maîtrise des concepts numériques. Et comme je pense être une personne pragmatique, j'ai essayé d'apporter des solutions pragmatiques. Mais vous le voyez, c'est comme avocat, et je pense qu'un avocat comme une avocate peut faire exactement la même chose. Moi, j'ai beaucoup appris avec mes clients. Je pense que la curiosité est un élément clé pour véritablement explorer et que, comme toujours, dans son domaine, il faut être très bon. Du coup, j'ai eu la chance d'intervenir dans des procès très innovants qui nécessitaient de l'imagination, de sortir des sentiers battus, d'être audacieux. Et donc, j'ai réellement adoré, et je continue d'ailleurs à adorer cette capacité de toujours aller plus loin dans les raisonnements juridiques. Et puis, le numérique, et mon deuxième volet, ça a été la médiation, que j'ai développée très tôt, un peu par hasard, mais qui a très très bien fonctionné. Et donc, vous voyez bien que lorsque le président Macron a annoncé que la réforme de la justice se ferait sur le numérique et la médiation, eh bien, j'ai retrouvé mes 2 points d'appui et donc la possibilité de m'investir dans cette fameuse réforme. Alors, au-delà de la spécialité qui, vous l'avez compris, a servi d'accélérateur, il y a des règles classiques, bien sûr. Travailler ses dossiers, être à l'écoute de ses clients. Chaque dossier est important, chaque client est important. Je reste convaincue que la réputation, elle se fait par le bouche à oreille et que si les classements des guides aident à conforter un choix, ça ne remplace pas le choix qui est fait sur recommandation. Par ailleurs, j'ai eu la chance de toujours travailler dans des environnements bienveillants, que ce soit dans les environnements professionnels successifs que j'ai pu connaître. J'ai été entourée de personnes positives et ce point me paraît important parce qu'en faisant campagne pour devenir bâtonnier de Paris, j'ai rencontré des collaboratrices et j'ai compris qu'elles étaient souvent victimes de comportements nocifs, de comportements et de propos qui tirent vers le bas, de propos malveillants, de remarques désobligeantes, de remarques blessantes. Et la question m'a été posée. Et en cherchant bien, oui, j'ai eu également des réflexions, mais peut-être avec comme différence que je ne me suis jamais… Ça glissait et je passais à autre chose.
Parce que ce qui est important dans la vie, et je suis sûre que vous partagerez ce constat, c'est finalement le regard qu'on porte sur soi-même et les valeurs qu'on porte. C'est cette capacité de bienveillance qu'on peut aussi porter sur les autres. Et pour fédérer, pour prendre sa place, pour naturellement, finalement, créer ce groupe bienveillant autour de soi. Donc, je pense que si on cumule la curiosité, si on se donne les moyens de faire avancer les projets auxquels on croit, eh bien, on avance, on peut faire des choses. Et ce que j'encourage, bien sûr, c'est que les femmes se présentent à des fonctions électives, ne serait-ce que pour pouvoir porter ces regards. Et moi, toutes les missions, parce que finalement, quand je regarde ma vie professionnelle, eh bien, depuis ma prestation de serment, j'ai toujours été soit dans des associations, soit dans des institutions de la profession, et puis le hasard et les circonstances ont fait le reste. Donc, le sujet de l'égalité, c'est l'envie aussi de dynamique, d'avancer, de partager et surtout d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les autres. Voilà ce que je peux partager sur ce thème. Alors, vous me demandez quels sont les conseils que je donnerais aux jeunes avocates qui voudraient devenir leaders de barreau. L'un des principaux défis, c'est l'autonomisation des jeunes femmes en tant que chefs d'équipe. Les femmes et les hommes sont également compétents dans tous les domaines. Mais les jeunes femmes doivent lutter aujourd'hui contre de forts préjugés dans les domaines de la gestion et de la direction d'équipe. Dans le même temps, elles sont souvent plus à l'écoute, mais la démarche managériale est peut-être moins naturelle chez la femme que chez l'homme. Enfin, je l'ai dit, mais je le redis, la curiosité et l'audace sont des qualités qui me semblent absolument déterminantes. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et finalement, quand vous regardez bien, si vous menez plusieurs projets en même temps, tous les projets ne vont pas dans le mur. Vous en avez toujours qui fonctionnent. Donc, vous êtes toujours dans une démarche positive. Et ce n'est pas grave si certains projets n'aboutissent pas. Alors, la curiosité, pourquoi ? Parce qu'elle vous permet d'élargir le champ d'intervention. Parce qu'il y a 1000 manières différentes de s'investir au-delà de son activité. Il faut de l'énergie, cette énergie positive, sortir des sentiers battus, se donner les moyens de se faire connaître, de rencontrer d'autres personnes, dépasser les frontières de son quotidien, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres, susciter de l'intérêt, avoir de l'intérêt pour les autres et donc de nouveaux projets. Quant à l'audace, eh ben, il ne faut pas hésiter. Il me semble que tout est toujours possible. Et finalement, le seul risque qu'on prend, c'est l'échec. Mais une fois qu'on se lance dans un combat, dans une conquête, il faut se donner les moyens de gagner, de manière loyale, mais avec détermination. Et cela demande en général beaucoup d'énergie, mais l'expérience me démontre que cela fonctionne plutôt bien. Je dois vous dire que ce soit quand je me suis présentée au bâtonnat ou à la présidence du CNB, je n'ai pas vraiment été aidée. Et c'est vraiment le travail de terrain. C'est vraiment aller convaincre les personnes une par une qu'on a un projet à porter et qu'on peut faire avancer les choses. Et puis, je terminerai en disant que, heureusement, il y a différentes manières de réussir sa vie professionnelle. L'essentiel me semble résider dans les opportunités de rencontres et de projets. Il faut être guidé par l'enthousiasme, en restant attentive aux valeurs. Je pense qu'on ne peut que réussir. Je n'ai, moi, qu'une certitude. La vie, elle est pleine de belles opportunités. Elle est pleine de belles rencontres. Il faut simplement garder la fenêtre ouverte sur l'extérieur pour voir ce qui se passe dehors. Il faut savoir investir. Il ne faut pas être avare de son temps. Il faut toute cette énergie de confort et il ne faut pas hésiter à sortir de ces zones de confort. Et puis, pour conclure, question de refermer le cercle, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler l'engagement et la difficulté que vivent certains des avocats à travers le monde. Je pense à, évidemment, notre consoeur Nasrine Sotoudeh, avocate,
des droits des femmes, dont vous savez que le portrait est déroulé sur la façade du Conseil national des barreaux. Elle est incarcérée, vous le savez, depuis plus de 2 ans en Iran, parce qu'elle a exercé sa profession, parce qu'elle a notamment accepté de défendre de jeunes femmes qui avaient décidé de retirer leur voile. Elle est aujourd'hui en grève de la faim, dans un état critique. Je lance vraiment un nouvel appel à mobilisation. Les femmes en particulier, mais tous les avocats, mais je lance cet appel à l'occasion de cette rencontre avec les leaders femmes. Il faut intensifier nos démarches auprès des autorités nationales, européennes, internationales pour exiger sa libération immédiate. Nous avons lancé une pétition qui devrait dépasser les 500 000 signatures. Je pense que cette solidarité, elle fait partie aussi de notre devoir de leader femme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Madame Ferrachou. Je vous remercie pour votre enthousiasme tellement convaincant et les conseils que vous avez donnés aux jeunes avocates qui voudraient suivre votre exemple. Vous avez eu une intervention très intéressante à plusieurs points de vue, notamment quant à la réflexion qu'il faut faire pour promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein de la profession d'avocat. Je vous remercie beaucoup. Et nous passons tout de suite à notre deuxième oratrice, c'est Madame Marie-Aimée Perron. Bonjour Madame Perron. Madame Marie-Aimée Perron a été bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en 2018-2019. Elle est actuellement présidente du comité de liaison des institutions ordinales qui réunit les présidents des ordres des professions réglementées du droit, de la santé et technique et du cadre de vie. Elle est aussi ancienne vice-présidente du Conseil national des barreaux. Madame Perron est très attachée à l'égalité hommes-femmes et à la promotion de l'économie par le droit. Mais on s'arrête notamment à votre combat concernant l'égalité hommes-femmes. Je vous remercie d'être avec nous durant cette journée des femmes leaders de barreau et vous nous rejoignez de Varsovie. Merci pour ça aussi. Et donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. De vous dire effectivement tout le plaisir que j'ai à être parmi vous et de remercier Jerry Roth et Elisabeth Sophia d'avoir organisé cette journée des femmes leaders des barreaux parce que ces échanges, ces partages sont fondamentaux. Il faut que nous partagions nos expériences, il faut que nous partagions nos conseils, que nous nous engagions et que nous aidions les plus jeunes ou même les moins jeunes, à s'engager également au sein de leur barreau. Christiane Ferrachou l'a nommé Nasrin Sotoudeh, c'est beaucoup de femmes, nous venons de perdre Gisèle Halimi, c'est beaucoup de femmes qui s'investissent, qui se sont investies avant nous et pour lesquelles il est indispensable que nous poursuivions le combat parce que c'est aussi un combat pour nous et je dirais que c'est un combat qu'on ne peut mener qu'avec vous les hommes. Et merci, moi je le dis tout le temps, on ne peut avancer sur ces questions qu'en accord, bien évidemment, avec les hommes et qu'il n'y ait pas de distinction. Moi, dans toute ma carrière, j'ai veillé à une chose, c'est à être considérée de la même façon. À être considérée de la même façon. Pourquoi est-ce que j'aurais une rémunération inférieure? Pourquoi je ne pourrais pas me présenter? Pourquoi, effectivement, j'ai commencé ma carrière tout simplement dans une association, l'association des jeunes avocats, l'Union des jeunes avocats de Paris. J'ai été la 4e femme présidente. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu avant de femmes présidentes? Pourquoi ne pas s'engager alors qu'il s'agit de défendre des intérêts de la profession? Pourquoi? Est-ce que c'est une question d'organisation? Aujourd'hui, nous avons toutes les méthodes, les téléphones portables, les ordinateurs qui nous permettent de nous organiser, de rentrer à la maison, de préparer le dîner parce qu'il y a des réalités incontournables et puis de se reconnecter si besoin, aussi bien pour s'investir pour la profession, mais aussi au sein de notre profession, d'être considérés de la même façon. Christiane Ferrachou l'a indiqué, il y a une inégalité. Pourquoi autant de femmes collaboratrices et si peu d'associés? Pourquoi 50% de rémunération de moins que les hommes pour faire le même travail avec les mêmes compétences, si ce n'est d'autres compétences parce que nous sommes parfaitement complémentaires? En cela, il nous faut mettre fin à ces inégalités. Et en cela, c'est important que
3e femme bâtonnier de Paris, 220e et 3e femme après Dominique de la Garandrée et Christiane Ferral-Schul. Il est important qu'on s'investisse pour celles qui vont nous succéder. Et je vais vous dire, moi, un de mes combats, c'est qu'on n'attende pas 15 ans pour avoir de nouveau une femme à la tête du barreau de Paris. Parce qu'il n'y a pas de raison et qu'il faut, mesdames, que nous nous engagions. Il faut oser. Je déjeunais avec une jeune femme pas plus tard qu'avant-hier qui me disait « Mais je ne me considère pas comme légitime. » Mais vous croyez qu'un homme se pose la question de savoir s'il est légitime ou non? Il y va. Alors, il nous faut prendre notre courage à deux mains et il faut oser prétendre à des postes, postuler à des postes, se présenter à des élections. Moi, je ne peux que vous y inciter parce que, en plus, c'est ce qui va permettre de rétablir aussi l'égalité. Le fait d'avoir des femmes à la tête de barreaux, à la tête d'associations internationales, mais c'est indispensable parce que sinon, nous sommes toujours sur les mêmes schémas organisés par des hommes, mis en place par des hommes, pour des hommes. Or, cette sensibilité-là, il n'y a que nous qui puissions la mettre en place parce qu'il n'y a que nous qui sachions comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, si j'ai un conseil à donner, de par mon expérience, c'est, mesdames, n'hésitez pas, engagez-vous, osez. Et pourtant, des femmes engagées, nous en avons dans la profession. Christiane parlait de Nasrin Sotoudeh. Nous en avons dans le monde entier. On va parler bien évidemment dans la mémoire de Ebru Timki qui est décédée. Toutes ces femmes qui en Égypte, en Turquie, en Chine, partout dans le monde, en Afrique, partout, s'investissent et vont jusqu'au bout de leurs idées. Alors, s'il y a des jeunes, et ce que je n'imagine pas qu'il n'y en ait pas compte tenu du succès de ce webinaire, moi, je leur donnerai pour conseil de dire, ayez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Il ne s'agit pas d'être inconscient, d'avoir trop, mais prenez conscience en vous. Un directeur des ressources humaines disait, lorsque je propose un poste à un homme, il me dit, ah, enfin, ce n'est pas trop tôt. Lorsque je propose la même promotion à une femme, elle me dit, est-ce que tu crois que je vais être capable? Oui, mesdames, vous êtes capables. Simplement, il ne faut pas hésiter à surmonter, à prendre son courage à deux mains et tout simplement avoir conscience de ses compétences. Et d'être considéré effectivement de la même façon, ce qui va permettre à notre barreau d'avancer. Alors, je rebondis sur une question qui est posée sur le chat. Pourquoi bâtonnier et non pas bâtonnière? C'est intéressant parce que, et je vous ai donné la réponse tout à l'heure, moi j'ai toujours eu pour principe, et j'en ai parlé avec celles qui m'ont précédé, nous avons toujours eu pour principe d'être considérés de la même façon. Et je vais vous dire, dans le barreau français, au barreau de Paris, la bâtonnière, ça va vous faire sourire, était la femme du bâtonnier. On appelait la bâtonnière la femme du bâtonnier. Donc, il nous a fallu surmonter cette question et de dire, ben voilà, c'est la fonction et c'est Madame le bâtonnier. Maintenant, je pense que les choses ont évolué et évoluent justement grâce à des femmes qui sont à la tête du barreau, grâce à Christiane Ferral-Schul à la tête du Conseil national des barreaux, nous les faisons évoluer. Moi, c'était une question fondamentale que d'intégrer l'égalité dans le règlement intérieur des barreaux, parmi les principes essentiels de notre profession. Comment pouvons-nous accepter un certain nombre d'inégalités? Nous ne pouvons pas, et il nous appartient à nous, femmes leaders des barreaux, justement avec l'aide, parce que sans eux, nous n'y parviendrons pas. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est eux qui nous incitent et qui nous poussent. Regardez Jerry Roth, il est le premier à nous soutenir et à nous promouvoir. Et c'est indispensable, indispensable. Et nous aussi, que nous mettions en place une solidarité féminine. Je ne dis pas aveugle, je dis simplement qu'à compétences égales, que nous nous soutenions entre nous, que ce soit pour promouvoir à des postes, à des élections, d'aider, d'encourager et de dire aux femmes un autre conseil, organisez-vous, sachez qu'il y a toujours la possibilité de s'organiser. Et d'ailleurs,
l'expérience démontre que plus nous faisons de choses, plus nous nous organisons pour les faire. Et puis, c'est aussi au sein de notre profession même, l'exercice même de notre profession, de nous faire respecter. Parce que c'est une question de respect. La rémunération, c'est reconnaître la qualité du travail. Donc, c'est toujours de veiller à ce qu'on se fasse respecter et qu'on s'organise. Enfin, parmi les conseils, c'est vrai que je rajoute toujours 2 conseils qui sont, un, sachez dire non, hein, parce qu'il faut aussi au sein de notre profession savoir dire non, et prenez soin de vous, parce qu'il est indispensable d'avoir toujours une soupape de sécurité au sein de notre profession. Donc, si vous voulez, c'est promouvoir cette égalité, ne serait-ce que parce que des femmes se sont abattues avant nous j'ai plaisir à dire, en général, de dire elles étaient dans la jungle avec le coupe-coupe. Maintenant, nous avançons et il faut que tout ensemble et tous ensemble, nous continuons à évoluer dans tous les pays du monde. Là, je vous parle de Varsovie. C'est vrai que nous sommes là aussi pour aider les barreaux et c'est la solidarité des barreaux. La solidarité des barreaux aussi avec nos magistrats, c'est comment est-ce qu'il nous appartient à nous de venir en aide à ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont besoin d'être soutenus. Voilà, et ce soutien entre femmes, ce soutien des hommes est indispensable. Voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos interrogations, mais moi, c'est les messages que j'ai envie de passer aujourd'hui, de dire qu'il est important qu'il y ait des associations comme l'Union internationale des avocats, justement pour que nous parlions toutes ensemble et tous ensemble sur la façon dont nos barreaux évoluent, dont la place de la femme est de plus en plus importante, et ce, là encore, grâce à celles qui nous ont précédés et à celles qui vont nous succéder. Et pour moi, c'est extrêmement important, la transmission. C'est à la disposition, je me tiens à la disposition de tous les jeunes sur comment est-ce qu'ils peuvent se développer, comment évoluer et comment se faire valoir. Voilà, c'est indispensable. Merci beaucoup, Madame le bâtonnier. La bâtonnière maintenant. La bâtonnière, oui. Et là, je retiens de ce que vous avez dit, que voilà, effectivement, la transmission est très importante et c'est un art. Et c'est ce qui différencie les leaders d'autres personnes, savoir transmettre la connaissance, transmettre les compétences. Et c'est pas facile à faire. Et on compte sur vous pour ça avec la jeune génération, justement pour encourager les jeunes avocates à s'engager dans des élections pour le bâtonnat. Vous avez posé la question pourquoi elles ne s'engagent pas dans ces élections. Moi-même, je me pose cette question, mais peut-être que tout ensemble là, nous allons dans l'avenir, si on va continuer à réfléchir sur ces questions-là, savoir qu'est-ce qui retient ces femmes, à part le fait qu'elles ne se sentent peut-être pas, qu'elles n'ont pas le courage, et pourquoi elles n'ont pas le courage. Je vous remercie de votre présentation, de votre intervention très intéressante. Et je passe tout de suite à notre 3e oratrice, qui est également bâtonnier ou bâtonnière du barreau de Bouira, en Algérie. Madame Wafia Sidoum, qui est algérienne donc et qui détient une licence en droit de la faculté d'Alger. Elle a prêté serment en octobre 1988. Elle est la seule femme bâtonnière ou bâtonnier d'Algérie et en tout cas la première femme bâtonnière aussi. Elle finit son 2e et dernier mandat dans ses fonctions de bâtonnier et elle est membre de l'Union internationale des avocats depuis 2014. Des activités qu'organise l'Union internationale des avocats, notamment les congrès. Elle a participé aussi à différents thèmes dans le domaine des hydrocarbures et elle a participé aussi dans les eaux de femmes dans le congrès qui a eu lieu à Budapest. Madame Sidoum, vous êtes la bienvenue. Je vous remercie de votre participation avec nous cet après-midi et la parole est à vous. Oui, je vois bien. Oui. Ça va? Vous nous entendez? Oui, mais je vous vois, je vous entends. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit très bien et on vous entend très bien également, très clair.
Très bien. Alors, bonjour à vous tous, à mon président, le président de l'UIA, M. Roth, et chers consoeurs aussi, bonjour. Je suis très honorée d'être parmi vous cet après-midi dans ce webinaire qui rassemble les femmes leaders des barreaux. Je voulais dire aussi, grâce à cette technologie, que je remercie beaucoup, puisque grâce à cette technologie, nous sommes là aujourd'hui, malgré cette pandémie, malgré toutes ces distances qui nous séparent. Moi d'Algérie, vous du Liban, Monsieur le Président des États-Unis, mes chers consoeurs, une de Paris, qui est à Varsovie, notre bâtonnière aussi qui est de Paris et de Genève aussi. Donc, c'est dire que grâce à cette technologie, effectivement, nous pouvons surmonter et travailler, continuer à travailler, et la vie doit continuer. Donc, effectivement, les choses sont un peu différentes pour moi par rapport à vous, parce que je suis la seule femme élue comme bâtonnier en Algérie et du Maghreb. La situation n'est pas la même que toutes les autres bâtonnières, celles qui m'ont précédée. Mais c'est déjà un acquis, c'est un grand acquis qu'il y ait déjà un début, une première femme bâtonnier. Effectivement, mon expérience à moi, j'ai été élue en 2014. Je suis à la fin de mon deuxième mandat, et je dirais mon dernier mandat, parce que je n'ai pas le droit et je n'ai peut-être aussi plus l'ambition d'être encore bâtonnier, parce que c'est très fatigant, c'est pas facile. C'est très dur. Je vous dis que la situation n'est pas la même que les bâtonnières précédentes. L'essentiel, c'est que nous sommes déjà, je dis nous parce que nous sommes un groupe de femmes. Quand je vous dis que dans mon ordre, à Bouira, ce n'est pas la capitale, ce n'est pas Oran, qui est une grande ville, ce n'est pas Constantine, mais c'est Bouira. Je vous dis que nous sommes 8 femmes membres de notre ordre sur 19 avocats, 19 membres, c'est déjà un grand nombre. C'est déjà que nous sommes quand même, j'ai réussi quand même à faire émerger la voix féminine qui n'a rien contre l'avocat homme, qui est aux côtés de l'homme, qui est à ses côtés, mais je suis aussi pour le combat de la parité. Je vous dirais que cette parité que je suis tout le temps en train de crier et de demander par rapport aux élections des ordres, puisque déjà nos élections, nos législations, notre APN, il y a la loi pour la parité concernant les femmes députées. Je me dis pourquoi pas ne pas appliquer aussi cette loi par rapport aux ordres des avocats. Donc, si j'ai réussi à mon ordre à avoir 8 membres femmes, je me dirais que pour d'autres ordres, je souhaiterais à ce qu'il y ait aussi autant de femmes que d'hommes, pourquoi pas la moitié, pourquoi pas. Nous sommes côte à côte, nous sommes avocats. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote entre guillemets. Il m'arrive quand je me réunis avec les hommes bâtonniers à l'Union nationale, donc je suis une seule femme et 21 bâtonniers. Alors, quand il y a des discussions à bâton rompu et que peut-être on est gêné quelque part, je dis, écoutez, ne vous gênez pas, je suis, considérez-moi comme une femme. C'est-à-dire que je considère que je suis avocat comme eux et bâtonnier comme eux et non femme. Je suis là pour accomplir une mission de bâtonnier comme tout homme bâtonnier. Maintenant, comment j'ai été élue? Effectivement, quand je dis bâtonnier de Bouira, beaucoup me posent la question, il n'y a pas eu de femme bâtonnier à Alger, il n'y a pas eu de femme bâtonnier à Oran, il n'y a pas eu de femme bâtonnier à Constantine, à Annaba, toutes ces grandes villes très ouvertes, il n'y a pas, pourquoi Bouira? En fait, d'abord, j'ai été membre pendant 4 mandats à mon ancien ordre parce que Bouira faisait partie de l'ordre de Tizi Ouzou. Cet ordre très émancipé, très ouvert, où il y avait des femmes qui étaient membres, même si on n'était pas nombreuses, on n'était que 4 membres, mais femmes sur 31, mais quand même, j'avais appris beaucoup à travers mes bâtonniers hommes
qui m'avait précédé à Tizi Ouzou. Ensuite, il y a eu la création de notre ordre à Bouira en 2014. C'est dire que notre ordre est très nouveau, c'est un bébé, c'est même pas un enfant, il vient de naître et présidé par une femme qui est moi-même. En fait, les avocats m'ont élu parce que j'avais la réputation d'être à l'écoute, parce que j'avais la réputation d'être à l'écoute des avocats malmenés, des avocats qui avaient des problèmes, des avocats en crise et surtout des avocates qui connaissaient aussi, qui vivaient aussi des problèmes connus comme dans tous les pays, qui subissaient des comportements plus ou moins connus. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les ordres et dans tous les pays. Donc, j'ai pu donner de mon temps. J'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié mon cabinet pour pouvoir être à l'écoute de mes confrères et mes consoeurs. C'est ce qui a fait que je sois élue et c'est ce qui a fait qu'il y ait eu 8 femmes membres dans mon ordre. Maintenant, j'aurais souhaité que je ne sois pas la dernière et l'unique femme bâtonnière en Algérie. Je souhaiterais qu'il y ait d'autres femmes, pourquoi pas dans d'autres ordres, sachant que nous sommes à plus de 65% de femmes qui exercent la profession d'avocat. Maintenant, je ne dirais pas qu'il y a un désintéressement des femmes par rapport à ces responsabilités. Je dirais que c'est la crainte de la femme par rapport à cette responsabilité d'être bâtonnier. Parce qu'effectivement, il y va de nos familles, c'est des sacrifices, c'est beaucoup de sacrifices. Les choses sont très dures, ne sont pas aussi simples, elles sont très, très dures. Chez nous, il faut se réunir tout le temps, il faut se déplacer tout le temps, il faut assister aux réunions. Maintenant, la femme en Algérie, l'avocate, a beaucoup de responsabilités quand elle est mariée, quand elle a un cabinet, quand elle a des enfants, quand elle a un mari, et en général, c'est ça. Donc, je pense que le désintéressement est par rapport à ça. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je me dis, à plus de 65% de femmes exerçant la profession d'avocate, quand il y a une femme qui a le courage de prendre et d'être en tête d'un ordre, et qui a le courage de travailler, qui a la volonté, qui combat et qui est tout le temps en train de combattre et tout le temps en train de vouloir travailler, je me dis à 65% de femmes, pourquoi ne pas élire la femme, la consoeur? C'est la question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais je suis toujours là pour encourager toutes ces femmes. Car je vous dire, en Algérie, les femmes sont très émancipées. Elles sont, si je dis qu'il y a plus de 65% de femmes avocates, ça veut dire que le taux d'émancipation est très élevé. Elles sont souvent dans des associations. Il n'y a rien qu'à voir ces derniers temps, ces femmes, toutes ces avocates femmes, à qui d'ailleurs je rends hommage, qui sont tout le temps en train de défendre les détenus d'opinion. En ce moment, en Algérie, il y a beaucoup d'incarcération de détenus d'opinion et vous verrez que beaucoup de femmes avocates qui vont bénévolement de wilaya à wilaya, de milliers de kilomètres, qui se déplacent pour défendre ces détenus d'opinion, je me dis chapeau et bravo, et je leur rends hommage. Donc, défendre cette cause, pourquoi ne pas aussi défendre la cause de ces femmes qui pourraient être aussi bâtonniers et membres au Conseil de l'ordre, côte à côte de l'homme avocat. Nous ne faisons pas la guerre aux hommes, au contraire, mais oui, au contraire, nous voulons être aux côtés de ces hommes et je pense que notre exemple, le barreau de Bouira, a prouvé à maintes reprises que nous étions capables de gérer. Une autre chose, pour finir, je vous dirais que depuis 2014,
au début, nous étions membres collectifs, c'est-à-dire que le barreau de Bouira, pendant 3 ans, était membre collectif à l'UIA. Vous pouvez vérifier que beaucoup d'avocates femmes, je parle depuis 2014 à 2020, beaucoup d'avocates femmes, je pense que le nombre est beaucoup plus élevé d'avocates femmes par rapport à avocats hommes, qui ont adhéré à l'Union internationale. Ceci prouve que la participation de la femme avocate algérienne est très importante. Donc, pourquoi ne pas être à la tête d'un barreau? Pourquoi pas? Si elle peut participer à toutes ces manifestations, elle adhère à l'Union internationale, elle peut aussi être bâtonnière. Donc, je donnerai un conseil à toutes mes consoeurs avocates à l'échelle internationale, mais particulièrement à l'échelle nationale, c'est-à-dire aux avocates algériennes. On peut réussir, et pour réussir, il ne faut pas avoir honte de soi-même, il faut être sûr de nous, et il faut toujours mener le combat, il faut aller jusqu'au bout, il faut travailler et avoir la bonne foi et la volonté. Rien ne peut nous arrêter quand on a la volonté. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la bâtonnière, d'avoir partagé avec nous votre vision de la profession chez vous et aussi de nous avoir donné ces conseils concernant les femmes qui devraient se présenter à être bâtonniers. Vous avez posé la question pourquoi elles adhèrent à l'Union internationale des avocats mais ne se présentent pas aux élections de bâtonniers. Peut-être que là, parce qu'il s'agit d'élections et c'est ça qui retient les femmes. Et je ne sais pas, par la suite, on pourra en discuter avec les autres oratrices. Et je retiens de ce que vous avez dit, le fait d'avoir mentionné la nécessité d'appliquer une loi sur la parité. Cela rejoint ce que Mme Terralchoul avait également proposé en disant qu'il fallait imposer la parité par la loi. Et peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là à la fin des interventions de toutes les oratrices. Merci beaucoup encore une fois. Nous avons de cette façon ainsi terminé avec le premier panel d'oratrices des bâtonnières, donc qui se sont distinguées dans le cadre de leur barreau au niveau national. Et là, nous allons passer à 2 oratrices qui se sont distinguées dans leur barreau, mais à l'international. Et nous commençons avec Madame Laurence Body. Madame Laurence Body nous rejoint de Genève. Et elle a effectué des études à Genève, ses études à Genève, et elle a ouvert son propre cabinet d'avocat en 1994 avec une consoeur amie. Et ce qui distingue son cabinet d'avocat, c'est qu'il regroupe actuellement 14 avocats, 7 femmes et 7 hommes, et donc une parité respectée. Madame Boli est l'un des piliers de l'UIA. C'est la première femme présidente de l'UIA. Elle a été présidente en 2016-2017 et si je fais bien le calcul, 90 ans, presque 90 ans après la création de l'UIA. Un long combat pour qu'une femme accède à la présidence de l'UIA. Mais elle a déjà ouvert la voie aux autres femmes membres de l'UIA et les a encouragées. Elle avait été auparavant, de 2007 à 2014, elle a siégé donc au sein du conseil de la Fondation Magna Carta, une institution suisse d'utilité publique, active dans le domaine de la formation et de la défense des avocats et des droits de l'homme, une organisation partenaire de l'UIA. Et puis donc, en 2014, elle a été nommée vice-présidente de l'UIA et puis première femme présidente de l'UIA. Elle est aujourd'hui présidente d'honneur de l'UIA. Madame la Présidente, je vous remercie d'être avec nous. Je suis très contente de vous accueillir parmi nous. Et la parole est à vous. Merci, chère consoeur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer d'être succincte pour qu'on ait quand même le temps pour des échanges de vues avec les participants. C'est difficile de vous parler de toutes sortes de choses qu'on a faites jusqu'à maintenant parce que nous sommes actuellement plus de 40 des consoeurs et confrères de plus de 40 nationalités participant à cette réunion. Et bien entendu, la situation est différente dans les différentes parties du monde. Mais il y a quand même une chose qui pour moi est fondamentale. J'ai été la première femme secrétaire générale de l'UIA, la première femme présidente de congrès de l'UIA, la première femme présidente et maintenant la première femme présidente d'honneur. Et j'espère franchement que je ne vais pas le rester toute seule encore très longtemps. J'ai bon espoir puisque nous aurons des élections dans quelques jours qui devraient en principe voir l'élection d'une consoeur espagnole pour la vice-présidence et donc dans 2 ans pour la présidence de l'UIA. Ce qui me paraît
fondamental, c'est d'être à l'écoute et à l'ouverture, à l'écoute des gens. Je suis toujours frappée quand pendant ma présidence, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens en Asie. Et quand je parlais avec des femmes, je disais, mais allez-y. Elles me disaient, mais non, mais ça ne marchera jamais. Je dis, et si vous ne vous présentez pas, ça ne marchera jamais, ça c'est sûr. Mais moi, je suis arrivée là tout à fait par hasard et par erreur. Je faisais comme collaboratrice dans mon étude à Genève le rapport de la commission de droit bancaire pour mon patron de l'époque qui devait participer au congrès de l'UIA à San Francisco. Et 10 jours avant le congrès, il me dit « Laurence, je ne peux pas y aller, c'est toi qui pars ». Je le regarde halluciné. J'avais à l'époque des jumeaux de 18 mois. Je me dis « Mais je vais partir de l'autre côté de la Terre, qu'est-ce que je fais? Comment je l'organise ?» Enfin, c'était la catastrophe. Je suis partie et je ne l'ai jamais regretté. Je vous encourage vivement à participer à des activités professionnelles et notamment à l'étranger parce que c'est une coupure fantastique. Comme venait de dire la bâtonnière algérienne avant moi, on n'arrête pas quand on est avocate et qu'on on est épouse, mère, fille, avocate, associée, collaboratrice. On a très souvent d'autres missions dans des clubs-services, dans des associations diverses et variées. Ça ne s'arrête jamais. On est toujours en train d'avancer, avancer. Et quand on a des activités comme ça à l'étranger, ben d'abord, il y a le voyage en avion. On se pose pendant quelques heures, on peut voir. Et quand on arrive, on est là en tant que personne et pas en tant que mère, femme, sœur et tout ce qu'on veut. Ça fait un bien fou et je vous encourage vivement, même si c'est lourd, même si on bouge, même si ça donne du travail, c'est une satisfaction extraordinaire. Pour moi, l'UIA et mes activités à l'UIA et les voyages que ça a impliqué, ça a été mes bouffées d'oxygène pendant des années. J'ai beaucoup aimé cette période-là, en plus du fait que j'ai découvert des pays extraordinaires, rencontré des gens incroyables et que j'ai adoré parler avec des confrères et des consoeurs d'autres régions du monde du métier. Parce qu'en fait, on travaille dans des conditions extrêmement différentes et on a toujours les mêmes problèmes. Hein. On n'aime pas trop les avocats parce que le pouvoir n'aime pas trop les avocats parce que c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Donc, par définition, on a souvent des problèmes. Moi, j'ai la chance d'être dans un pays où je ne risque pas ma vie quand je dis quelque chose si je ne suis pas d'accord avec les autorités, mais il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas comme ça. Donc, je vous encourage à y aller. Et il faut absolument avoir présent à l'esprit qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il faut juste ouvrir ses oreilles et ses yeux pour être disponible au bon moment. Pour vous donner une idée, moi, je suis devenue avocate tout à fait par hasard. Je n'avais pas du tout décidé de devenir avocate. Je voulais devenir déléguée au sein du Comité international de la Croix-Rouge, ayant un de mes aïeux qui était l'un des 5 fondateurs et voulant, comme beaucoup de jeunes, aider la planète et lutter contre les inégalités et les problèmes. Puis quand je suis arrivée fière comme tout avec ma licence en droit au CICR, on m'a dit, écoutez, on se réjouit beaucoup de vous accueillir d'ici 1 ou 2 ans, mais on ne prend personne qui n'a pas d'expérience professionnelle. Donc, il faut que vous ayez travaillé ailleurs, dans le domaine que vous voulez. Bon, très bien, je suis rentrée un peu dépitée en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, je me suis dit, bon, puisque de toute manière, il faut le faire, je ne vais pas aller faire n'importe quoi, je vais faire mon brevet. Donc, 2 ans de stage, je fais mon brevet. Comment est-ce que j'ai trouvé ma place de stage? Très difficile de trouver une bonne place de stage. Bien, pendant mes études, je travaillais à côté, comme beaucoup de gens, pour gagner quelques sous, dans une galerie d'art. Et un jour de vernissage, j'étais là. Et puis tout à coup, la directrice de la galerie me dit, Laurence, vous cherchez une place de stage, n'est-ce pas? Puis je lui dis, oui. Elle me dit, alors attendez, je vais vous présenter quelqu'un. Elle m'amène vers une dame que je ne connaissais pas, en me disant, voilà, maître tel et tel, qui a une étude, etc. Elle lui dit, vous devriez engager Laurent, elle est très efficace, c'est très bien, etc. Elle me dit, venez me voir demain. Et le lendemain, je me retrouve dans son bureau et elle m'engage. Je dis, bon, très bien. Et après ça, je fais mon stage, tout se passe bien, puis j'arrive à la fin du stage et du brevet, le droit, ça me sortait par les oreilles, je dis, je vais faire autre chose pendant quelques temps. Et je quitte le barreau pour faire un autre travail. Et puis, je rencontre l'ancienne première secrétaire du jeune barreau qui me dit, avec qui j'avais organisé un rallye pour l'ordre des avocats, elle me dit, Laurence, tu ne veux pas revenir dans le barreau, tu sais, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus.
Je me dis, oui, elle a raison, elle me dit, viens, on t'engage. Et hop, c'était reparti. Et moi qui avais fait du droit pour être délégué du CICR, qui avait fait du droit public et des tas de choses, je me retrouve à faire du droit bancaire et du droit des contrats. Je ne vous explique pas la panique. Mais bon, j'ai appris petit à petit avec l'aide des gens qui étaient autour de moi. Et ça m'a donné une confiance extraordinaire. Et j'ai toujours été frappée de voir toutes ces expériences. Chaque fois, ça a été des concours de circonstances qui ont fait que de se trouver à tel endroit, à tel moment, avec telle personne, m'a fait avancer. Et c'est vraiment le conseil que je voudrais donner à toutes les jeunes qui cherchent, dit, intéressez-vous à des tas de choses, faites des tas de choses, pas forcément dans le droit, faites des contacts, montrez que vous êtes efficace, que vous avez envie d'avancer, que vous faites des choses. Et c'est par ces biais-là, si vous avez les yeux et les oreilles bien ouvertes, que tout à coup, vous allez avoir une opportunité qu'il faudra savoir saisir et pas hésiter une minute. Parce que ce n'est pas en restant dans son bureau ou à se morfondre à la maison en se disant « j'y arriverai jamais » qu'on y arrive. Si on est positif, on attire le positif. Si on est négatif, on attire le négatif. Donc, il faut vraiment penser positif et aller de l'avant. Et à l'UIA, j'ai demandé les chiffres parce que ça m'intéressait quand même de voir un petit peu. J'avais été assez frappée quand j'ai commencé ma présidence qu'il n'y avait vraiment pas assez de femmes parmi les officiels. Ce n'est pas possible. Donc, on avait à l'époque à peu près 70% de membres hommes et 30% de membres femmes, mais on était à moins de 20% d'officiels. Je dis, ça ne va pas. Je dis, mais on ne peut pas commencer par la présidence. La présidence, c'est la fin de la carrière, si je peux dire, à l'UIA. On commence par être adjoint dans une commission d'un directeur, etc. Et je suis très heureuse de voir que les choses ont enfin porté leurs fruits. J'ai un petit peu poussé, mais maintenant ça marche, puisqu'en 2018, on a tout à coup passé à 33% de femmes qui étaient adjointes et qui donc, quand leur directeur ou leur président va terminer son mandat, ont de bonnes chances de lui succéder. Ça prend un petit peu de temps parce que les gens ont des fonctions pendant quelques années. Et puis en 2019, on est arrivé à 36% et en 2020, on est à 44% des adjoints de fonctions officielles sont des femmes. Je me dis, bon, il y a de l'espoir, on va y arriver. J'ai voulu regarder ce qu'il en était à Genève, puisque c'est mon barreau. Et à Genève, on a grosso modo 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes membres du barreau genevois. Et ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces avocats, 42% font partie du jeune barreau. Eh bien, ceux qui ne sont pas du jeune barreau, les vieux comme moi, mais il y a 26% de femmes associées, 54% de femmes collaboratrices, 60% de stagiaires. Et dans le jeune barreau, qui donc représente presque la moitié du barreau, nous avons 42% de femmes associées et le nombre de collaboratrices et stagiaires ne change pas. Donc, petit à petit, les choses avancent. Donc, le deuxième conseil, c'est adressez-vous à des jeunes si vous voulez pouvoir avancer et progresser dans les choses. C'est clair que quand vous adressez aux vieux crocodiles, c'est plus difficile de les convaincre que vous êtes absolument irremplaçable, mais il faut quand même essayer de le faire et surtout, n'hésitez pas à vous lancer, pas forcément seul, parce que faire ce métier seul, c'est très très dur parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, mais on peut être deux. On peut être deux. Moi, j'ai commencé avec une amie avocate qui était comme moi, avec des jeunes enfants. On s'est dit, c'est très simple, il faut trouver des locaux qui ne coûtent pas cher et il faut avoir des charges de fonctionnement minimales. Comme ça, on va développer ça tranquillement en fonction de ce qu'on arrive à faire pour concilier famille et travail. Et ça a très, très bien fonctionné. Et je pense que c'est une des clés du secret. C'est très bien de devenir collaborateur dans une grande étude. Mais si vous ne pouvez pas suivre derrière, vous resterez collaboratrice ad aeternum. Tandis que si vous êtes dans une moins grande étude et puis que vous vous dites, voilà, ça ne va pas me coûter très cher, je peux essayer de me lancer. Et puis j'ai des amis parce que je fais des tas de choses à côté qui vont pouvoir m'envoyer des clients. Ça démarre. Il ne faut pas hésiter. Je connais personne qui a commencé et qui n'a pas réussi à se développer s'il est parti avec des objectifs raisonnables et bien calculés. Voilà, c'est en 2 mots ce que je voulais vous signaler, mais bien entendu, au fait de l'international, c'est extrêmement utile, c'est passionnant et c'est un plus fantastique dans son métier de pouvoir rencontrer d'autres gens qui font le même métier mais très différemment. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Bodi, pour votre intervention. Il faudra être à l'écoute des gens, être au bon endroit au bon moment, savoir choisir, savoir saisir l'opportunité qui se présente, mais aussi il faut montrer qu'on est efficace et qu'on veut aller de l'avant, ce qui n'est souvent pas évident. Et c'est bien ces chiffres que vous nous avez donnés concernant l'UIA, il y a à faire, mais avec l'initiative de notre président Jerry Roth, je crois que les choses vont aller très rapidement vers une parité complète comme chez vous à votre cabinet d'avocats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous passons maintenant à notre oratrice, Madame Dorothée Lefrappé du LN. Dorothée, c'est aussi de l'international. Elle nous rejoint de l'AE aux Pays-Bas, où elle exerce des fonctions de chef du bureau de la défense au tribunal spécial pour le Liban, qui est un tribunal pénal international, un tribunal ad hoc. Elle est la première femme à être chef de ce bureau de la défense. Elle a été nommée à ce poste en 2018 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle a 27 ans d'expérience dans le domaine du droit international et du droit pénal. Et elle a été, depuis 2014 jusqu'à sa nomination, elle a travaillé surtout auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle s'est spécialisée dans le domaine des droits de l'homme et a participé à plusieurs missions d'évaluation de la situation des droits de l'homme et du fonctionnement de la justice dans différents pays d'Europe et d'Afrique. Madame Lefrappé du LN est également une défenseuse des sexes au niveau de l'égalité des sexes au niveau international. Elle est déterminée à promouvoir l'égalité pour une meilleure gouvernance fondée sur le respect mutuel et l'acceptation des différences. Dorothée, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement l'UIA pour l'organisation de cet événement et plus particulièrement Jerry Ross et toi-même, Elisabeth, pour m'avoir invité à participer et à échanger avec vous tous pour cette édition francophone, donc des journées des femmes leaders du barreau, des barreaux. Alors, pour ma part, ça sera plutôt une intervention en ma qualité de chef d'un bureau de la défense du tribunal spécial pour le Liban, qui est une innovation au niveau des tribunaux pénaux internationaux, puisque c'est la première fois au sein d'un tribunal international qu'un organe indépendant et autonome a été créé statutairement pour représenter la défense. Donc c'est une voie institutionnelle au sein de ce tribunal, au même titre que les autres organes de ce tribunal, que sont le bureau du procureur, le greffe ou encore les chambres qui représentent les juges. Alors c'est un honneur d'occuper cette fonction depuis 2018. C'est un défi également pour l'avocate que je suis, puisque d'une profession libérale d'avocate, j'ai été propulsée un petit peu principale, c'est comme ça qu'on appelle voilà, ces postes, ces fonctions de fonctionnaire international au sein de ce tribunal pour le Liban. Alors bien entendu, ma première pensée sera quand même de partager avec vous voilà, tout mon soutien, toute ma solidarité pour les Libanais qui ont vécu le 4 août dernier voilà, une tragédie, une encore, avec l'explosion tragique qui s'est déroulée au port de Beyrouth. C'est quelque chose qui doit, voilà, nous rendre compte à tous que voilà, la vie est éphémère, et donc voilà, un soutien profond à toute la communauté libanaise. Alors, après avoir écouté l'ensemble des oratrices, je parlerai voilà, de cette expérience nouvelle, qui est une expérience assez inédite et extraordinaire. Alors, un bureau de la défense, pourquoi faire dans un tribunal? Eh bien, c'est justement voilà, pour assurer, peut-être restaurer une meilleure égalité des armes entre le bureau du procureur,
qui est toujours doté de moyens importants, tant financiers qu'en humains, et voilà, un bureau de la défense qui lui-même a un mandat très spécifique qui est d'une part de protéger les droits de l'accusé, les droits de la défense en général, et d'apporter tout le soutien juridique, financier, logistique au Conseil de la défense, commis d'office et à leur équipe dans le cadre de, voilà, de la préparation de leur défense et d'un procès devant ce tribunal. Alors, deux affaires sont actuellement en cours devant ce tribunal, une affaire principale et une affaire dite connexe. Et dans le cadre de cette procès, il y a à l'heure actuelle 12 conseils de la défense qui ont été commis d'office. Et pour vous donner une petite idée finalement d'où nous partons au sein du tribunal spécial pour le Liban, sachez que nous avons une liste à l'heure actuelle de 183 conseils de la défense inscrits auprès du tribunal spécial pour le Liban. Et parmi ces 183, 46% de femmes, qui représentent le quart voilà, des avocats, des conseils représentés. Et voilà, donc ça vous donne aussi une image de la minorité que les conseils femmes représentent devant ce tribunal, mais plus largement, on peut généraliser auprès de la Cour pénale internationale et des autres tribunaux ad hoc qui sont tous majoritairement localisés à La Haye. Alors, renforcer l'égalité des sexes, oui, on est tous là pour ça, les femmes et les hommes, et effectivement c'est un combat qui est partagé. Maintenant, comment faire? Alors, je vais juste vous resituer un petit peu, moi, quels ont été les défis que j'ai dû relever et que je relève toujours au quotidien dans mes fonctions et qui, je pense, feront écho à un certain nombre de personnes par rapport à ce que finalement les femmes s'imposent comme, je pense, comme poids et comme exigence et surtout des écueils dont nous devons nous délester dans le cadre de notre parcours professionnel parce que, pour être très lucide, je pense que la majorité des femmes se posent beaucoup de questions que les hommes ne se posent pas. Alors, premier défi, et je crois que tout le monde l'a un petit peu relevé dans les différentes interventions de mes consoeurs, eh bien, le premier défi, c'est de se convaincre soi-même que l'on est capable d'occuper la position pour laquelle on postule et pour laquelle on espère obtenir le poste, se convaincre qu'on est à la hauteur, se convaincre que l'on est capable d'être leader, de manager une équipe et d'assurer au même titre que le ferait un homme. Et voilà, le doute est constant, je pense, chez nous, et la remise en question aussi. Mais voilà, il faut dépasser cela et se dire que nous avons les compétences, nous avons l'expérience et nous méritons d'être là où nous sommes aujourd'hui. Je crois que lorsque j'ai postulé et candidaté pour devenir chef du bureau de la défense, je ne me suis pas dit c'est le poste qui me convient et je vais l'obtenir. Je me suis dit, eh bien, je vais tenter, parce que qui ne tente rien n'a rien, et nous verrons bien. Voilà, donc alors que voilà, ce poste, je répondais aux critères objectifs voilà, pour pouvoir occuper ce poste. Deuxième défi, eh bien, c'est convaincre les autres qu'on est capable d'assurer des postes à responsabilité, que l'on est capable d'être un excellent manager. Et là, je reviens sur ce point. Je pense que les femmes ont une sensibilité différente dans la façon de manager une équipe, mais que ce style ou cette différence de management est tout aussi performante qu'un management fait par un homme. Donc, voilà, convaincre les autres que aussi nos méthodes de travail
peuvent être à la hauteur et peuvent même être bien plus performantes parfois que celles des hommes. Et j'insisterai sur le fait que la sensibilité des femmes est qu'elles vont, je pense, vont être beaucoup plus attentives à garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle vis-à-vis d'elles-mêmes, mais vis-à-vis aussi des personnes qui travaillent au sein de leur équipe. Troisième défi, et ça je crois que c'est, soyons lucides, c'est un défi qui est propre aux femmes, c'est la question de la sensibilité, de la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire que l'on soit avocate ou que l'on soit un poste à haute responsabilité dans le domaine du droit pénal international, comme je vous le disais, la plupart des juridictions internationales sont basées à La Haye, aux Pays-Bas. Donc, première question que se posera un avocat, une avocate femme qui souhaite travailler au sein de la défense dans une institution à La Haye, ou même moi, question que j'ai pu me poser, c'est comment vais-je, on va réfléchir, comment vais-je m'organiser. Je prends plutôt l'hypothèse d'une vie de famille, d'une femme avec une vie de famille, avec des enfants, puisque soyons lucides là aussi, la vie de famille, l'éducation des enfants est encore aujourd'hui majoritairement du ressort d'une femme. Donc comment vais-je faire? Est-ce que je dois m'éloigner de mes enfants, de ma famille? Dois-je déménager? Ou est-ce que je dois déménager avec tout le monde et m'installer dans un autre pays? La question est complexe pour les avocates, notamment les avocates français, puisque comme vous le savez, je crois que c'est ce qui se passe pour beaucoup de mes confrères et consoeurs. Un avocat, pour pouvoir exercer même au plan international, doit être inscrit dans un barreau national et donc doit avoir une activité nationale de concert avec son activité internationale. Donc, comment gérer cette vie professionnelle? Comment gérer cette vie personnelle également? Eh bien, cette question de mobilité, je crois, est importante et c'est une des raisons pour lesquelles un grand nombre d'avocates, tout aussi compétentes que les hommes, que les avocats hommes, réfléchissent ou à deux fois avant d'accepter de se lancer dans des expériences internationales. Et la question, je pense, se pose complètement différemment avec un homme qui, soyons lucides aussi, je pense réalistes, un homme va ajuster sa vie personnelle par rapport à son choix professionnel, une femme va ajuster sa vie professionnelle par rapport à sa vie personnelle. Et je crois que je ne veux pas du tout être archaïque dans les propos que je tiens, mais je crois que c'est une réalité et que c'est quelque chose qui est un frein, je dirais, pour les femmes et pour leur ambition au plan de défense pénale internationale. Quatrième défi, c'est le défi, comme je le disais, nous sommes dans un milieu international, donc c'est l'idée que nous devons évoluer dans un monde professionnel multiculturel, multilingue, et également avec des confrères et des juristes, des personnes que nous allons rencontrer qui sont issus de traditions juridiques différentes. Donc des traditions de droit de common law ou de traditions de droit civil, comme c'est le cas en France ou au Liban, par exemple. Alors, cette nécessité d'évoluer dans ce milieu multiculturel nous impose aussi d'être capables de nous adapter aux situations, de nous adapter finalement aux autres. Je pense que, notamment au niveau des avocats, s'il y a des socles communs et des valeurs communes que nous partageons, notamment au plan déontologique, au plan de l'éthique professionnelle, il y a d'autres valeurs qui sont différentes selon le système juridique dont nous venons, le pays dont nous sommes originaires, et cela peut créer parfois des malentendus, des incompréhensions,
qu'il va falloir dépasser. Alors, c'est pourquoi aussi ce défi de multiculturel, de monde multiculturel, nous impose de nous adapter, d'être très tolérants et très ouverts d'esprit dans un monde où finalement les vérités ne sont pas les mêmes et peuvent être différentes selon les personnes. Alors, une fois encore, c'est une question, comme je le disais, d'ouverture d'esprit et surtout, une fois qu'on le sait, eh bien, et qu'on a identifié parfois ces malentendus ou ces difficultés, ces incompréhensions, eh bien, on peut les dépasser et surtout arriver à travailler ensemble et à bien travailler ensemble. Comme je vous le disais, le Bureau de la Défense est constitué à lui seul de 11 personnes originaires de différents horizons et de cultures juridiques différentes. Et nous arrivons à avoir une cohésion parfaite dans le groupe. Mais pour cela, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute de l'autre, de respect de l'autre et de respect des traditions des autres, mais également d'un grand pragmatisme dans la façon aussi de diriger et de manager une équipe. Je crois qu'on est tous là pour un objectif qui est de la défense d'un accusé devant une juridiction internationale. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il faut savoir composer avec les différents membres du groupe. Et c'est la même chose lorsque l'on est un conseil de la défense avec une équipe qui est en général aussi issue d'autres horizons et d'autres traditions juridiques. Donc, c'est un travail quotidien et c'est pour ça que lorsqu'on parle effectivement d'écoute, de médiation aussi, je crois que ce sont des mots qui sont très importants et qu'il faut toujours avoir en tête pour gérer une équipe qui est multilingue, multiculturelle et multi-juridique. 5e défi, qui est la résultante d'un peu tous les premiers défis que j'ai évoqués avec vous, c'est aussi le fait que dans les procès internationaux, droit pénal international, souvent les accusés, alors pas au tribunal spécial pour le Liban, puisque une autre spécificité de ce tribunal, c'est que les procès qui ont eu lieu l'ont été, notamment le procès principal, Ayash et autres, était un procès avec des accusés absents. Et donc, les conseils qui avaient été commis d'office avaient pour mandat de représenter les intérêts et droits des accusés jugés en leur absence. Par exemple, devant la Cour pénale internationale, où il y a des accusés en personne, eh bien, les accusés sont tous des hommes. Et en tout cas, devant la Cour pénale internationale, pas devant le tribunal pénal pour le Rwanda, qui a connu des accusés femmes, mais les accusés sont en majorité des hommes. Et lorsque le premier réflexe d'un homme, souvent, va être « je veux être assisté par un homme ». Et c'est souvent ce qui se passe. Et leur premier réflexe ne va pas être « ah, je veux une femme comme conseil, c'est génial, je veux avoir une représentation et une défense de qualité ». Et de façon très anecdotique, actuellement à la Cour pénale internationale, il y a beaucoup de femmes, il y a trois femmes, je crois, conseils principaux dans des affaires pour assister des accusés. 2 d'entre elles, à la base, n'ont pas été choisies ou désignées par l'accusé. Lui-même avait au départ choisi des hommes et ces avocats sont partis par la suite et donc ont été remplacés par des femmes. Mais comme je vous disais, le premier choix n'est pas de demander l'assistance d'un conseil femme. Mais ce qui est dommage, puisque nous savons que les femmes sont tout aussi d'une grande qualité lorsqu'elles défendent des accusés, notamment lorsqu'il s'agit de crimes les plus graves. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, tous ? Eh bien, je crois qu'il faut être très pédagogue, notamment aussi lorsque nous avons à désigner ou à commettre d'office des conseils. Et
notamment à la Cour pénale internationale, il faut peut-être aussi être pédagogue avec les accusés eux-mêmes en leur disant, mais voilà, les femmes aussi sont des conseils de qualité et je vous encourage, voilà, on encourage à choisir une femme plutôt qu'un homme. Alors, fort de tous ces défis qu'on a dû relever, que j'ai dû relever, que je vous encourage aussi à relever lorsque vous serez confrontés à tout cela dans vos carrières respectives, comment accéder à la défense internationale? Ça, c'est aussi un travail de longue haleine. Il faut être passionné, il faut avoir une envie spécifique. Et de là se construit un petit peu, vous jalonnez un petit peu votre parcours de vos passions. Restez humble, restez professionnel et rigoureuse. Je crois que c'est les 3 mots-clés pour arriver à ce que vous voulez. Voilà. Je ne serai pas dans la positivité en disant si vous voulez, vous y arriverez, mais plutôt, voilà, soyez vous-même exigeante avec votre travail, avec vous-même, et du coup, vous arriverez certainement à ce que vous voulez, parce que l'avocat, je crois que c'est sa base de travail, c'est le professionnalisme et surtout le fait d'être rigoureux avec soi-même et avec le droit. Voilà. Maintenant, en tant que leader, comment est-ce que moi je manage mon équipe, puisque un avocat, et c'est vrai par définition, n'est pas un manager, donc on apprend aussi un petit peu sur le tas. Comme je vous le disais, il faut créer une cohésion et une émulsion dans votre groupe pour qu'ils aient envie de s'impliquer et de travailler avec vous dans le même sens et surtout vous soutenir parce que, je veux dire, un manager n'est rien sans une équipe, il n'est rien sans les personnes qui l'accompagnent dans le mandat qu'il est chargé d'accomplir. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement, et c'est la base aussi, c'est valoriser les personnes qui travaillent avec vous, puisque c'est un vecteur de motivation et d'investissement. Donner des retours sur le travail accompli, qu'il soit positif ou négatif, mais un retour, même s'il est négatif, doit être constructif, c'est-à-dire qu'on doit, on doit dire à la personne ce qui ne va pas pour lui permettre de s'améliorer également. Pragmatisme, je vous l'ai dit, humilité, flexibilité, tout cela permet finalement d'arriver à assurer ses fonctions, et surtout de poursuivre le but pour lequel on a été nommé dans cette position. Comme je vous le disais, cela fait 2 ans que j'exerce ces fonctions. C'est différent, mais c'est passionnant. Et c'est surtout un moyen aussi de promouvoir autour de soi cette égalité des sexes. À ce titre, comme beaucoup de leaders, je crois que vous avez dû entendre parler de cette campagne internationale qui se nomme International Gender Champion. C'est un groupe d'organisations internationales, d'ambassades et d'organisations non gouvernementales qui se sont réunies pour créer finalement cette campagne pour promouvoir l'égalité des sexes et le promouvoir par le biais des leaders dans tous les domaines possibles. En étant International Gender Champion, eh bien, on s'engage à assurer 2 engagements par an dans le cadre de son travail, de son environnement de travail. Mes 2 engagements, moi, c'est bien sûr, c'est de commettre d'office, nommer des conseils femmes et surtout de nommer aussi des femmes dans les équipes de défense. Alors bon, le tribunal spécial pour le Liban n'a pas énormément de cas et d'affaires, donc quand je le peux, je le fais, mais en tous les cas, c'est un des engagements. Et également promouvoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des membres de mon équipe, parce que le bien-être du personnel, c'est essentiel pour pouvoir également assurer le travail pour lequel on est mandaté. Un point extrêmement important également, c'est de promouvoir le fait qu'il faut bannir tous les comportements liés au harcèlement et aux abus de pouvoir dans le cadre du travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important et qui est essentiel
dans le management et d'une équipe. Et c'est ainsi aussi que je conçois voilà, mes fonctions. J'en finirai juste par ce point essentiel. Les femmes, nous sommes une valeur ajoutée, nous sommes un atout. Voilà, il faut le prendre comme cela, rien de moins. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter, il faut persévérer. Il faut persévérer. On ne naît pas leader, on ne naît pas super chef. On le devient justement par le biais voilà, du cursus et du parcours professionnel que l'on essaie d'assurer au mieux et d'accomplir au mieux, toujours dans le respect des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dorothée, pour ce tour d'horizon concernant la pratique de l'avocat à l'international et les défis pour quelqu'un qui voudrait être leader dans ce domaine-là. Et je retiens ce que tu as dit, qu'il faut se convaincre qu'on est capable d'occuper les fonctions auxquelles on postule, mais aussi convaincre les autres. Merci beaucoup. Je passe maintenant aux questions que nous avons reçues sur questions et réponses. Et il y avait une question concernant les mentalités et je pense que Madame Marie-Aimée Perron aurait voulu répondre à la question concernant les mentalités. Est-ce qu'il faut changer les mentalités pour pouvoir s'imposer en tant que femme leader, en tant que femme bâtonnier d'un ordre d'avocats? Alors, pour moi, elle change et vraiment, je suis très optimiste sur ces questions avec nos jeunes générations. Et d'ailleurs, j'ai répondu au fil du chat à ceux qui s'interrogeaient. Je pense que là-dessus, c'est vrai que la tâche est grande, mais elle était encore plus grande pour celles qui nous ont précédés. Et moi, je suis très optimiste parce que nos jeunes, d'abord, s'organisent davantage pour la répartition des tâches à la maison, en tout cas en Europe. Hein. Et vraiment, il faut qu'on parvienne vraiment à changer ces mentalités. Je voyais les réactions aussi dans certains pays où effectivement on a tous conscience. Il y a cette suprématie masculine et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On est tous pareils et on doit être traités de la même façon. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi à nous, à chaque fois, vraiment de nous faire respecter, tant dans notre exercice quotidien que même devant les juridictions, que dans les associations, que dans les conseils de l'ordre, la bâtonnière de Bouira l'a très bien dit, hein, on doit être considéré pareil, on est bâtonnier, on n'est pas un homme ou une femme, on est bâtonnier. Et je ne sais pas si Madame Ferralchour ou Madame Boli ou Dorothée, vous voulez commenter cette question des mentalités. On en parle souvent, pas seulement en ce qui concerne la profession d'avocat, mais aussi les élections parlementaires. Il y a des mentalités qui ont besoin de changer. Et je crois que c'est un problème universel. Accepter la femme dans des positions, dans des fonctions auxquelles on n'est pas habitué à la voir, dans lesquelles on n'est pas habitué à la voir, c'est peut-être un problème qu'il faut traiter. Et c'est là l'importance d'une loi qui impose la parité, mais qui va faire passer la loi si la loi est aux mains de parlementaires qui ne sont pas convaincus par la présence de la femme à ces fonctions-là. Comment faire? C'est un cercle vicieux, non? Je ne sais pas. Votre avis là-dessus? Alors, moi, je veux bien intervenir. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les quotas, moi, j'étais contre avant. Je considérais que finalement, c'était quelque part pas forcément valorisant d'être choisi pour des raisons de quotas ou parce qu'on imposait l'alternance. Et puis, objectivement, on constate quand même que ça fait avancer plus vite vers l'égalité et que celles qui se retrouvent finalement dans le dispositif, elles sont peut-être entraînées par le dispositif, mais ça fonctionne. Et la deuxième chose à laquelle je crois, c'est que oui, les mentalités changent. Je pense qu'aujourd'hui, les mères avec leurs filles présentent les choses différemment. Je pense que si on se reporte 50 ans avant et aujourd'hui, une mère, elle ne dit pas nécessairement la même chose à sa fille. Moi, j'ai tenté, mais sans y parvenir, à mettre en place un système de tutorat au barreau de Paris. Il me semblait que ça pouvait être intéressant que des femmes qui avaient été membres du Conseil de l'Ordre, donc qui à un moment donné s'étaient investies, prennent sous leur aile
une ou deux personnes. Alors, je crois que c'est Laurence Bory tout à l'heure qui disait c'est totalement par hasard finalement que, je crois que c'est vous qui disiez ça, que vous n'étiez pas du tout programmé et puis finalement on vous jette à l'eau et puis vous vous rendez compte que vous nagez et en plus vous trouvez que l'eau est bonne et finalement vous nagez finalement très bien et puis bon. Et bien, je pense que au-delà des mentalités, c'est donner envie. Envie. Moi, c'est vrai qu'on travaille tout le temps, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, mais d'abord, il n'y a pas de secret. C'est parce que c'est par le travail et l'énergie que les choses avancent, mais c'est passionnant ce qu'on fait. Les rencontres qu'on fait sont absolument fabuleuses. Donc oui, il y a la loi, il y a les mentalités, mais il y a aussi l'exemplarité. Et je pense que de donner envie aux autres de faire ce qu'on fait, eh bien, c'est une victoire. Et je me dis qu'on tire, on a tous eu finalement, non pas des modèles nécessairement, mais il y a toujours des personnes qui vous ont marqué, hommes et femmes. Et en général, elles vous ont marqué. Pourquoi? Pour leurs valeurs, mais aussi pour l'énergie qui se dégage d'elles. Voilà. Je ne voudrais pas accaparer la parole. Si tu permets, Elisabeth, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai aussi un peu beaucoup évolué et j'étais personnellement très opposée à ce qu'on me dise que j'étais une avocate, j'étais un avocat, etc., etc. Heureusement, pour la présidence de l'UIA, le problème ne s'est pas posé. Je pouvais être présidente, ça allait très bien. Et comme j'ai un prénom qui est masculin en anglais, de toute manière, il y avait intérêt à féminiser. Sans ça, c'était la catastrophe. Mais c'est très important. Je crois qu'il faut vraiment évoluer. Et alors, Madame la bâtonnière, ça n'a pas d'importance, mais ça donne un signal qui est négatif. Ça veut dire, finalement, c'est une femme à qui on a bien voulu laisser un rôle d'homme. Alors que si on dit Madame la bâtonnière, c'est clair. Alors, je sais, historiquement, moi, je viens de Suisse, on parle aussi l'allemand. Les épouses des gens qui ont des diplômes universitaires portent le titre de leur mari, c'est Frau Doctor, etc., etc. C'est pas grave, c'est ça. Après, on pose la question, vous êtes la bâtonnière ou vous êtes l'épouse du bâtonnier? Puis on clarifie la chose. Mais il faut envoyer ce signal. Maintenant, il faut absolument féminiser les noms et les titres. Oui. Sans ça, on n'y arrivera absolument pas. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est comme professionnel, un conseil que je donnerais, c'est je ne me suis jamais considérée, dans le cadre de mon travail, comme une femme. Je me suis considérée comme une professionnelle. Homme-femme, ça ne change rien. Et je vous donne un exemple bête. Quand j'ai des clients qui arrivent à l'étude, s'ils ne se lèvent pas quand j'entre dans la pièce, ça ne me choque pas. Ils ne sont pas venus là pour faire du social et montrer qu'ils sont bien élevés. Ils sont là pour travailler sur un dossier avec un avocat. C'est une femme, ce sera un homme, ce sera la même chose. Donc, il faut en même temps, il faut jouer le jeu dans l'autre sens. C'est-à-dire, il ne faut pas exiger les faveurs, entre guillemets, féminines quand on dit on est des professionnels. Si on est des professionnels, on veut être traité comme tel, indépendamment de savoir si on est un homme ou une femme. Oui. Pardon, je peux rebondir sur l'histoire bâtonnier-bâtonnière. Quand j'étais donc candidate, évidemment, où que vous alliez, la première question était est-ce que vous dites Madame le bâtonnier ou Madame la bâtonnière? Et ça créait déjà une injustice par rapport à tous mes concurrents qui étaient des hommes, parce que cette question, elle n'est pas posée à l'homme. Et que quoi qu'on réponde, qu'on dise Madame le bâtonnier ou Madame la bâtonnière, il y avait 50% de la salle qui était contre vous. Donc ça créait une inégalité. Moi, je voudrais vraiment ajouter, parce que c'est Dorothée tout à l'heure, permettez-moi de vous appeler Dorothée, hein, bien sûr, qui en parlait. C'est aussi une question d'éducation et de culture. Très clairement, on le voit. C'est à la fois la façon dont les journalistes se comportent. Vous ne voyez pas de femmes sur un plateau de télévision. Et moi, à chaque fois, je m'accroche avec les journalistes en leur disant « mettez des femmes sur un plateau de télévision ». Elles ne sont pas moins expertes que les hommes. Et elles n'ont pas moins de compétences. Et ça, c'est là aussi, en France, on arrive à faire évoluer les choses. Je sais qu'ils veillent maintenant sur un certain nombre de chaînes de l'actualité
à ce qu'il n'y ait pas toujours que des hommes et qu'il n'y ait pas que des plateaux où il n'y ait que des hommes, des conférences où il n'y ait pas que des hommes. Et là-dessus, en fait, aujourd'hui, nous parvenons à ce que tout le monde soit choqué lorsqu'il n'y a à la tribune que des hommes. Et ça, c'est déjà une première victoire. Et en cela, c'est aussi l'éducation des enfants qui évolue, heureusement, et c'est grâce aux femmes et grâce aux parents. Et c'est vrai que lorsque vous demandez en France les principaux pénalistes, on vous cite que des hommes. Or, je suis désolée, devant chaque homme, devant chaque ténor, entre guillemets, vous avez des femmes qui ont fait le travail comme collaboratrices ou des femmes qui ont fait le travail comme associées et qui, elles, ne se mettent pas en avant. Et à chaque fois, ça me choque. C'est vraiment flagrant parce qu'elles ne vont pas sur les caméras de télévision parce que, voilà. Et tout cela, c'est indispensable. Vous l'avez très bien dit par rapport au client, du coup, qui va plutôt choisir, penser que parce qu'il choisira un homme, ce sera mieux devant un tribunal pénal international. Tout à fait. Et je vais passer encore une question qui va dans le sens des quotas de Madame Firachoul. Donc, un des participants vous pose la question suivante. S'il y a 2 candidats à un emploi, est-ce qu'on va donner cet emploi à la fin? S'il y a une femme et un homme, ou bien on va privilégier les compétences? Ben, j'espère qu'on va privilégier les compétences. Ensuite, alors, vous revenez à la question des mentalités. Mais ce sont les compétences qui doivent déterminer le choix. Et je ne voudrais pas, alors c'est vrai que, et c'est le problème d'ailleurs que posent les quotas, c'est qu'on peut se retrouver à finalement privilégier quelqu'un qui a moins de compétences au nom de l'égalité. En tous les cas, le risque existe. Mais finalement, le mécanisme fait que oui, il peut y avoir de temps en temps des réglages, mais vous avez aussi des hommes incompétents qui, pendant des années, ont été élus. Donc, finalement, vous ne prenez pas tellement de risques. Vous aurez peut-être une femme incompétente, mais ça sera marginal par rapport à celles qui, de plus en plus, vont pouvoir y aller. Je crois que l'une d'entre vous disait quelque chose de très juste. La peur de l'élection. La peur de l'échec. Et en fait, je pense qu'il y a une phrase assez célèbre qui dit que finalement, l'échec, c'est de ne pas y aller, c'est de ne pas tenter, c'est de ne pas oser, pour reprendre le terme de Marie-Aimée Peyron. Et finalement, le seul risque, c'est que vous n'obteniez pas cela. Mais la question est de savoir si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous regretterez le plus de ne pas avoir tenté ou d'avoir échoué. En revanche, quand on y va, il faut y mettre toute son énergie. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire en dilettante, mais ça, nous sommes des avocats. Et finalement, c'est comme un dossier. Dans un dossier, vous savez que jusqu'au bout, vous vous battez, jusqu'au bout, chaque argument est important. C'est pareil dans une élection. Chaque voix est importante et vous avez à convaincre. Et ce n'est pas la fin du monde si on n'est pas élu. Oui, merci pour cette précision. Et d'ailleurs, justement, vous avez parlé des élections et c'est peut-être le fait de se présenter à des élections qui retient les femmes, alors qu'adhérer à l'Union internationale des avocats, elles le font normalement. Parce que là, il n'y a pas des gens qui vont voter pour elle, elle n'a pas à se présenter face à d'autres concurrents et peut-être qu'elle ne sera pas élue, peut-être qu'elle a peur de l'échec ou peut-être qu'elle sait déjà à l'avance que on ne va pas lui donner ses chances. Je ne sais pas, c'est une question à débattre. Et je crois que là, je suis très, très contente. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Vous nous ouvrez là un sujet de débat sur lequel, j'espère, avec notre président Orof, on va revenir sur ces questions-là et parler encore plus et peut-être élaborer une feuille de route qui va permettre aux femmes de s'imposer, même par des élections, pas seulement par des adhésions ou par des désignations qui se font par-ci ou par-là. Et je ne sais pas. Mais on a perdu Elisabeth, je ne suis pas sûr. Elisabeth, on ne vous entend plus, l'écran s'est gelé. Ah, vous êtes de retour. Allez-y. Oui, parce que là, on est
disais que voilà, avec nos oratrices, que je remercie beaucoup, on a vraiment fait le tour de la question et puis on a posé de nouvelles questions et de nouveaux sujets de débat. Et je disais que nous devons, au sein de l'UIA, prévoir d'autres rencontres où on pourra, avec ces oratrices, ces dames-là, ces leaders et d'autres leaders également, débattre de ces sujets et établir une feuille de route qui va permettre à la femme de s'imposer grâce à l'appui de l'UIA également au sein de la profession et puis au-delà peut-être. Et je voulais, et avec ton soutien à toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, tout d'abord, je dois dire que j'ai trouvé cette discussion absolument passionnante, fascinante. J'apprécie les commentaires qu'on a évoqués. Il y avait des choses que j'avais déjà pensées, mais des choses que j'avais jamais pensées. Et j'ai beaucoup de réflexions à faire après cette discussion très importante. Je pense que l'UIA aussi, comme vous disiez, Elisabeth, doit réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire comme organisation internationale pour faire avancer cette discussion absolument primordiale, très, très importante. Quand je réfléchis le fait que la moitié, quand j'étais à la faculté de droit, la moitié de ma classe était femmes. Et nous voici 40 ans plus tard, et on a toujours ces discussions, comment est-ce qu'on peut faire du progrès maintenant? Il me semble qu'après 40 ans, on aurait dû trouver une solution à cette question absolument très importante. Du coup, j'aimerais terminer juste par remercier très profondément à tous nos intervenants. Ça a été une discussion absolument très importante. On va continuer avec la discussion. On va continuer en anglais, en espagnol la semaine prochaine. Mais après ça, il faut vraiment penser, réfléchir comment nous, en tant que l'UIA, comment nous pouvons faire avancer ce défi, les défis que Dorothée a évoqués, ces 5 défis m'a vraiment fait, je ne sais pas le mot en français, mais m'a touché. Voilà. Du coup, merci à tout le monde. On vous verra peut-être la semaine prochaine à notre session anglaise, mais sinon, on va continuer avec cette discussion au sein de l'UIA. Merci Elisabeth pour votre appui, pour avoir organisé cet appel, cette réunion. Et merci à tous et toutes nos participants et participantes partout dans le monde. Et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Et juste avant de terminer, Jerry, je voudrais parler un peu du congrès de Mexico qui va se tenir virtuellement. Et donc, inviter tous nos participants à s'inscrire déjà aux différentes activités qui sont prévues pour ce congrès. Oui, nous aurons un congrès virtuel le 28, le 29 et le 30 octobre au lieu de Mexique que nous avons dû annuler ou reporter jusqu'à l'année prochaine, comme la plupart de vos organisations ont dû le faire cette année bizarre. Mais ça sera un congrès extraordinaire avec des activités qu'on ne pouvait pas faire d'une manière présentielle. Plutôt, il y a des choses qu'on peut faire virtuellement qui sera très passionnant aussi. Merci Elisabeth pour avoir mentionné notre congrès qui aura lieu le 28 octobre. Et moi, je tiens à te remercier, Jerry, de m'avoir donné la possibilité de travailler avec toi sur ce projet qui me passionne énormément. Et j'espère qu'on continuera à travailler justement pour établir cette feuille de route. Merci encore une fois. Bien. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. À la prochaine. Au revoir. À très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.